Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde, sur YouTube. Donc là, cette vidéo va être sur le pourquoi du rejet de la France en Afrique de l'Ouest, aussi appelé Sahel. Donc cela va être en trois parties. Il y aura d'abord le contexte qui va relater des faits dans l'ordre chronologique, les faits les plus marquants, bien sûr. Ensuite, les intérêts nationaux français au Sahel. Et enfin, la conclusion, qui va être assez conséquente, comme vous pourrez vous en apercevoir. En tous les cas, voilà pour cette vidéo qui est vraiment en rapport avec ce qui se passe en ce moment au Niger, bien évidemment. Ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo, mais j'attendais le dernier dénouement concernant la décision française pour le Niger. Donc après le fait que l'ambassadeur de France au Niger va revenir en France, nous avons la dernière décision de Macron qui est de retirer toutes les troupes militaires françaises au Niger. Alors tout d'abord, nous avons le rejet de la France pour cause d'inefficacité de ses forces militaires et même pire, d'aggravation de la situation vis-à-vis des groupes djihadistes qui sèment le chaos et l'insécurité. Ces forces militaires ont été déployées avec comme mission les opérations de lutte contre le terrorisme avec l'opération Serval, puis l'opération Barkhane sur la demande des pays du Sahel. Donc on va faire un résumé chronologique des faits marquants. Donc d'abord, la France lance l'opération Serval le 11 janvier 2013 pour enrayer la progression des djihadistes. Paris déploie jusqu'à 5000 soldats. Un an plus tard, ils ne seront plus que 2500. Le 1er août 2014, l'opération Serval devient l'opération Barkhane, une mission à vocation régionale concentrée au Sahel. L'opération Barkhane mobilise 4000 hommes, 8 avions de chasse, 300 blindés, 300 véhicules logistiques, 17 hélicoptères, des avions de transport et 5 drones de reconnaissance. Il s'agit du plus important déploiement de troupes françaises en opération extérieure. Celle-ci s'inscrit dans une logique de partenariat avec 5 pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Près d'un an plus tard, en mai-juin 2015, l'accord de paix d'Alger est signé entre le gouvernement malien et l'ex-rébellion Touareg. Mais sa mise en œuvre demeure embryonnaire. Les violences se propagent vers le sud-est et touchent désormais le Burkina Faso et le Niger. À partir de 2015, les attaques contre les forces sahéliennes ou étrangères, ainsi que des lieux fréquentés par des étrangers, se multiplient. En mars 2017, les djihadistes liés à AQMI se fédèrent en un groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM. Fin 2019, 13 soldats français sont tués dans la collision accidentelle de 2 hélicoptères. Le groupe islamique au Grand Sahara, EIGS, lance des attaques d'ampleur contre des bases militaires au Mali et au Niger. Il est désigné ennemi numéro 1 lors d'un sommet début 2020 entre Paris et ses partenaires du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad. Le 18 août 2020, coup d'État au Mali, qui sera suivi d'un autre le 24 mai 2021. Le 10 juin 2021, Macron annonce le départ progressif des 5000 hommes de Barkhane. Le 25 septembre 2021, le Premier ministre malien accuse la France, entre guillemets, d'un abandon en plein vol, avec la réduction de la force de Barkhane, justifiant la nécessité de, entre guillemets, chercher d'autres partenaires. Fin décembre 2021, une quinzaine de puissances occidentales, dont Paris, dénoncent un début de déploiement du groupe paramilitaire russe Wagner au Mali. Ce groupe est connu depuis 2014 pour son implication dans le conflit en Ukraine,
puis son intervention en Syrie un an plus tard, dans le sillage de l'armée russe. Le 24 janvier 2022, un coup d'État se produit au Burkina Faso. C'est désormais le troisième pays, parmi les 4 où Barkhane a été déployé, qui est dirigé par une junte militaire. Fin janvier 2022, la junte au pouvoir au Mali exige du Danemark le retrait immédiat de sa centaine de soldats récemment arrivés dans le cadre du groupement européen des forces spéciales Takuba, affirmant ne pas avoir donné son consentement à ce déploiement. Le 14 février 2022, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, estime qu'un millier de mercenaires de Wagner se trouvent désormais au Mali. Il réaffirme que les conditions ne sont plus entre guillemets réunies pour la poursuite de la mission Barkhane dans ce pays. La France et ses partenaires officialisent le 17 février 2022 leur retrait militaire lors d'un mini-sommet rassemblant 40 des 55 dirigeants membres de l'Union africaine. Le 15 août 2022, après 9 ans de présence, les derniers militaires français de la force anti-djihadiste Barkhane quittent le Mali. Le 26 juillet 2023, coup d'État au Niger et manifestations majeures anti-France au Niger, surtout à Niamey, la capitale. Le 25 septembre, la France a décidé de retirer toutes les troupes françaises au Niger, juste après la décision de retirer son ambassadeur suite à la demande du nouveau gouvernement nigérien. Voilà, ça c'était le contexte, donc il était un peu long, mais ça valait le coup de retracer tous ces faits marquants afin que vous compreniez bien la situation au Sahel et tous les événements marquants qui s'y sont déroulés. Alors maintenant, quels sont les intérêts français au Sahel? La France a des intérêts importants économiques en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Alors, au Gabon, en République du Congo, dans le golfe de Guinée, c'est le pétrole. Au Niger, c'est l'uranium, le pétrole et l'or. En Côte d'Ivoire, c'est le commerce du cacao et du café. Et pour l'ensemble de la région, ce sont des services bancaires, des services de transport, c'est l'eau, la communication, la téléphonie. En outre, les pays africains jouent un rôle central dans l'organisation internationale de la francophonie et sont d'une importance cruciale pour le maintien du français en tant que langue mondiale dans un environnement mondial de plus en plus multipolaire et concurrentiel, dans lequel sa position en Afrique est de plus en plus contestée par des puissances émergentes telles que la République populaire de Chine et l'Inde. À savoir que c'est l'Inde qui investit le plus en Afrique et non la Chine comme on pourrait le croire. Alors la conclusion de tout cela, alors je vous préviens, la conclusion va être assez longue, mais importante, parce que l'analyse doit être profonde. Alors il faut parler franchement ici. Tout d'abord, la présence française en Afrique n'a jamais été pour contrer les forces islamistes extrémistes, aussi appelées djihadistes, ou pour apporter l'ordre et la paix. Ça, c'est pas vrai. Non, l'histoire de ces ex-colonies africaines françaises a montré que l'armée française a toujours été là-bas pour protéger ses intérêts, pour monter des coups d'État afin de virer des présidents trop indépendants ou pour protéger des présidents marionnettes. Et d'ailleurs, qu'ils soient assujettis aux États-Unis ou directement à la France. Et bien sûr aussi pour protéger principalement des mines d'uranium ou d'or et d'autres lieux précieux pour nos intérêts nationaux. Quant au fait que l'histoire a montré que plus d'une décennie de présence de l'armée française n'avait fait qu'aggraver la présence des djihadistes, on peut légitimement se demander si l'armée française n'a pas intentionnellement fait en sorte de garder, dans ces pays africains, un certain niveau de chaos pour justifier leur présence prolongée. Donc tout cela, bien sûr, afin d'avoir un prétexte pour garder des bases militaires sur place. Bref, d'avoir une politique de laisser-faire vis-à-vis de ces djihadistes. On ne peut pas affirmer ce fait,
Mais si ce n'est pas cela, cela ne peut être alors que par la pusillanimité du gouvernement français, son incompétence crasse, ou alors par manque de moyens criants en armes et en financement, voire tout ça à la fois, hein. Donc chacun choisira ce qui lui paraît le plus plausible. Alors bien sûr, n'oublions pas aussi les bases américaines en Afrique, au nombre de 29 concernant les bases connues, mais il y en a évidemment beaucoup plus. Donc ces bases américaines en Afrique, nombreuses, qui agissent très discrètement, et évidemment pour les intérêts des États-Unis. Et vous noterez que les grands médias ne parlent jamais de la présence américaine en Afrique, et pour cause. C'est l'avantage de contrôler les médias occidentaux. Dans le même registre, vous noterez également le refus des grands médias occidentaux de parler des agissements odieux et scandaleux de l'armée américaine en Syrie, pillant allègrement le pétrole et les céréales syriennes en toute impunité, impunité rendue possible, à l'instar des Israéliens avec la Palestine, grâce à la complicité ostentatoire, encore une fois, des grands médias, parfaitement aux ordres et parfaitement loyaux à Washington, bien évidemment. N'oublions pas aussi un événement majeur, qui est la destruction de la Libye par l'OTAN en 2011, menée par les États-Unis et suivie avec zèle par la France avec Sarkozy comme président. Ces deux pays furent les créateurs principaux du chaos qui intervint sous le prétexte d'énormes mensonges sur Kadhafi. Ils le calomnièrent à loisir, évidemment. La Libye, qui était le pays le plus prospère et ayant le plus haut niveau de vie en Afrique, devient un pays chaotique, sans espoir, avec un avenir visiblement très sombre. Cette ignominie effroyable sur le sol africain put se produire à cause de Kadhafi, qui permit à l'Afrique de vraiment prendre son envol sur la scène internationale. Cela, les Africains ne l'oublieront jamais et garderont pour longtemps une animosité face à l'impérialisme occidental et son mépris total des règles internationales les plus basiques, comme les États-Unis l'ont déjà démontré ailleurs, comme en Yougoslavie, en Irak, au Soudan, au Yémen ou en Afghanistan. Et toujours avec l'assentiment total de la France, évidemment, servile comme à son habitude envers Washington. N'oublions surtout pas tout cela ici, c'est très important, parce que ça a participé à la réputation exécrable de la France. Et comment ne pas parler de Wagner en Afrique? Wagner n'a en réalité qu'un rôle mineur comparé à l'influence de l'Inde, de la Chine, de la France et des États-Unis. Ils ne sont là que pour épauler les gouvernements en place et non pour aider les populations autochtones. N'oublions pas que Wagner est une société privée et relativement indépendante du Kremlin, ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant, Wagner est nationalisé. Il est sûr que cette organisation du Kremlin montera en puissance en Afrique, à l'image de la Syrie, et que les gouvernements africains abritant Wagner leur demandera, en échange d'argent et de minerais bien sûr, de sécuriser leur pays et de battre les djihadistes, ce qui n'est pour l'instant pas fait. Ça va être peut-être une future mission de Wagner en Afrique, qui ne s'est bornée pour l'instant qu'à former les soldats du Sahel et les équiper. La raison à cela est que les présidents africains impliqués veulent garder le contrôle en ne laissant aucune carte blanche pour l'instant à Wagner. Alors bien sûr, cela peut changer avec le temps. Alors en effet, ça peut changer rapidement parce que la situation au Sahel est de plus en plus difficile avec des djihadistes toujours de plus en plus puissants. Donc peut-être que les présidents du Sahel, quoi, certains tout du moins, décideront de donner carte blanche à Wagner pour s'en débarrasser définitivement. Exactement comme il se passe en Syrie, où la Russie intervient directement en Syrie pour protéger Bachar el-Assad et le peuple syrien. N'oublions pas qu'en Syrie, le pétrole et le blé est volé par les Américains en toute impunité, hein, tranquillement. Donc il est possible que Wagner, qui est maintenant la Russie, intervienne directement au Sahel. Nous verrons bien.
Donc par conséquent, les peuples des pays africains du Sahel savent très bien ce qui se passe dans leur pays et aussi dans le monde. Et contrairement à ce que beaucoup pensent en Occident, ils ne sont pas des idiots ignorants qui ne comprennent pas la situation. Au contraire, ils savent parfaitement ce qui se passe. Et c'est pourquoi, au grand étonnement des médias occidentaux, ils aiment Wagner et la Russie. Le peuple africain respecte des hommes d'État forts et puissants. Or, Vladimir Poutine est un homme d'État fort et en plus très respecté, et même mieux ayant un pays puissant, qui est chaque jour toujours plus puissant d'ailleurs, et toujours plus respecté dans le monde. La Russie est constante dans sa politique depuis toujours, ne varie pas au gré des volontés de Washington et respecte même les plus petits pays, ce qui n'est pas le cas des pays occidentaux et surtout des États-Unis, d'où la popularité énorme et croissante des BRICS. Enfin, il n'est plus possible de ne pas voir la dégénérescence des pays occidentaux qui se traduit par l'avènement des LGBT, ce qu'a en horreur les pays africains, sud-américains et asiatiques. De ne pas voir aussi le suicide collectif occidentaux de son économie uniquement parce que Washington leur a ordonné ce suicide. Et tout simplement de ne pas voir l'effondrement de l'Occident globalement, que cela soit au niveau économique, sociétal et militaire. Car oui, les États-Unis et l'Europe ont montré leur terrible faiblesse militaire face à la Russie. Et ils ont montré leur isolement croissant à l'international, alors que la Russie ne cesse d'avoir toujours plus de pays amis au fur et à mesure que le temps passe. Les sanctions que l'Occident a imposées à la Russie et qui se sont retournées contre l'envoyeur a montré au monde la solidité de la Russie et son énorme puissance militaire. Bref, le prestige de la Russie est grand à l'international et surtout en Afrique, alors que le prestige de l'Occident est nul et que la France est vue comme l'esclave des États-Unis. France qui, par l'entremise de Macron, a moqué et méprisé certains présidents africains devant les caméras. Sachant tout cela, il n'est pas étonnant que la France, pays déchu, soit détestée et méprisée, et pas étonnant que la Russie, auréolée d'un grand prestige, soit la bienvenue. Donc faut pas s'étonner de tout cela finalement. Bon voilà, j'ai essayé d'expliquer le pourquoi du rejet de la France au Sahel de manière relativement détaillée, mais sans être trop long, je pense tout du moins. Donc si j'ai réussi cet exercice, eh bien un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien, analyse du monde, aussi appelé réinformation sur le monde sur YouTube. Et toujours, soyez curieux.